Salut Maxime, comment tu vas? Salut Tom, très bien, merci. Merci pour ton invitation. Écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. Pour être honnête, en fait, on ne se connaît pas plus que ça, disons, à part quelques échanges sur LinkedIn, mais j'avais très envie d'apprendre justement à te découvrir et que tu nous parles un petit peu du marketing, puisque comme tu vas te présenter juste après, mais on va pouvoir découvrir un petit peu le marketing, les ads et tout ton expertise sur le monde infoprenarial. Ben ça marche, ben avec plaisir. Trop bien. Alors, ce que je vais te demander, c'est de te présenter déjà en une phrase. Ben écoute, en une phrase, je suis en train de créer mon agence de marketing digital. Donc pour les formateurs, euh, donc là je suis vraiment en phase de construction de ça. Et je vise essentiellement moi les formateurs qui sont dans le domaine de l'immobilier et de la crypto-monnaie, de la bourse. Donc tout ce qui va être voilà immobilier, investissement financier, parce que c'est des sujets qui me parlent. Ok, ça pourrait être effectivement intéressant de parler un peu de marketing sur la version argent, le make money, parce que ça peut parfois faire débattre. Ouais, carrément, c'est un vrai sujet. Yes, trop bien. Écoute, comme je disais à chaque fois, je démarre toujours mes podcasts en essayant de comprendre d'où viennent les personnes. Donc j'aimerais bien que tu me dises un petit peu dans quel cadre familial tu as grandi. Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Est-ce que tu avais des parents entrepreneurs? L'idée, c'est un petit peu de comprendre l'aspect familial et ensuite ton parcours scolaire. Pas très clair. Alors dans ma famille, non, j'ai pas eu de parents entrepreneurs. Moi, si tu veux, je me suis longtemps cherché. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait pas mal de choses avant de trouver vraiment mon truc, avant de trouver que le marketing c'était mon truc. J'ai fait un bac ES très simple, classique. Ensuite, après la première année de bac, je me suis cherché. J'ai arrêté. J'étais parti pour du commerce, mais j'ai arrêté 3 mois, enfin, etc. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et après, je pars sur un BTS tourisme. Je le valide. Ça dure 2 ans, mais je me rends compte que les opportunités sont pas incroyables. Je me rends compte que les salaires non plus, ça suit pas. Et que finalement, ce côté, tu vois, voyage qu'on te vend quand tu fais cette étude-là, tu l'as pas vraiment. C'est des métiers finalement qui sont plus axés bureau. Et l'aspect voyage, guide accompagnateur, moi, ce que j'avais prévu de base, je voulais vraiment voyager, n'existait presque plus à l'heure d'Internet. Ça existait toujours, mais c'était plus compliqué. Et donc finalement, je décide de me réorienter dans un truc un peu plus d'action. Moi, je voulais vraiment de base pas du tout être dans un bureau, ce qui est marrant parce que maintenant, je suis devant un ordi tout le temps. Et, et donc, je me suis réorienté en école de police. Mon Ok. frère était dedans et si tu veux, j'avais hésité entre les pompiers et la police. Donc, je me suis laissé un petit peu influencer par mon frère sur le côté police. Euh, Ça dure 10 mois l'école de police et puis au final, je me rends compte que c'est pas du tout, mais alors du tout fait pour moi. Et donc j'arrête à. Tu... Ah, j'allais te demander, tu vas jusqu'au bout ou t'arrêtes avant? En fait, ça devait durer un an. J'ai arrêté 10 mois. Donc à 2 mois près, j'étais titulaire. Je montais sur Paris et j'ai vraiment arrêté à la toute fin. Personne n'a trop compris parce que j'étais déjà bien engagé. Mais je savais que c'était pas fait pour moi et je voulais pas aller dans quelque chose pour avoir la sécurité, etc. Et ensuite, je me lance un peu dans la restauration comme ça parce que mon cousin, entre-temps, lui, il était de base, il était sur Paris, il était monté nous voir sur Toulouse, parce que moi, j'étais sur Toulouse, et il avait monté des business de restauration. Et là, c'est là que ça commençait en fait l'entrepreneuriat est arrivé. Et j'ai découvert ça via mon cousin. Donc, il a commencé à monter un restaurant, deux restaurants, trois restaurants. J'ai vu que ça marchait bien, et là, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Je vais monter mon truc. Le Covid arrive, je perds l'emplacement. Et, euh, Et en fait, du coup, je me dis, oh, j'étais salarié du coup pour mon cousin en fait, en attendant de monter mon truc. Et j'en avais marre par contre d'être salarié dans la restauration. Que là, c'est un secteur compliqué en tant que salarié. Et donc c'est là que je décide de me réorienter en école de commerce. Je fais l'école de commerce, ça dure 3 ans. Je fais quelques alternances, je vais à l'étranger. Et c'est pendant, si tu veux, l'alternance que je découvre un peu l'univers LinkedIn, tu vois, les Benoît Dubos, et Thibault Louis, je m'intéresse à l'entrepreneuriat. J'écoute de plus en plus de podcasts, je commence à fouiller un peu YouTube, je découvre le growth, c'est là que je suis en train de comprendre ouais, LinkedIn, comment générer des leads. Donc moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser par l'aspect plutôt, tu vois, growth, outreach. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à l'audience ce que ça signifie pour toi, ça? Growth. Ouais, le growth en fait, c'est bah, les techniques qui permettent de générer de la croissance. Donc après, il y a plusieurs moyens, mais notamment moi, ce que je m'intéressais, c'était le growth hacking, donc
le fait de scraper, c'est-à-dire récupérer des données, donc que ça soit des contacts, des adresses mail, de ensuite d'enrichir cette data-là, de filtrer, de trouver les bons profils et après d'automatiser des campagnes multicanal, donc via mail ou directement en DM. Et donc voilà, pour générer du lead en fait, hein, faire du lead gen. En mode cold mail, du coup. Ouais, cold mailing, cold DM. Euh, le cold calling, j'en ai fait après plus tard, mais plus tard. Et si tu veux, ça a commencé en fait comme ça. Ça a commencé vraiment comme ça en fait avec j'avais déjà cette volonté d'entreprendre. J'ai creusé ça via les réseaux. Et ensuite, j'ai fini moi si tu veux mes études euh, en décembre 2023 et je savais que j'étais fait pour je voulais absolument monter ma boîte donc j'ai pas perdu de temps. Juste après janvier, je monte ma boîte et je savais que le marketing était pour moi. Que c'était mon domaine. Clairement, c'est ça qui me plaisait. Sauf que je décide en fait plutôt après en parallèle, je découvre les ads, je découvre les funnels, donc les tunnels de vente, etc. Et c'est plus cet aspect-là en fait que j'avais envie de développer. Et c'est ce que je décide en fait de faire, si tu veux. Je me suis dit, bah, je vais commencer à accompagner les clients sur ça, sur mettre en place des publicités et des tunnels pour convertir. Et tu t'étais formé comment, du coup, par rapport à ça? Parce que autant il y a des formations en ads, mais il n'y a pas vraiment de formation pour créer des tunnels. Comment ça t'est venu un petit peu ce cheminement? Bonne question. Alors, j'ai essayé de prendre déjà le max de ce que je pouvais en contenu gratuit. Dès que j'ai commencé à monter la boîte, je savais qu'il fallait que je me fasse accompagner. Je savais que j'avais un petit créneau aussi. J'avais des aides, si tu veux, avec le chômage, vu que j'avais travaillé en tant qu'alternant. Mais ça dure pas indéfiniment, hein, donc je me suis dit, il faut vraiment que tu te fasses accompagner. Et donc, j'ai pris un premier accompagnement dans une agence qui m'a plutôt, en fait, pour le coup, appris la vente, mais pas tellement la délivrabilité en termes de funnel et d'ads. Donc, si tu veux, j'ai appris dans un premier temps en fait en me formant justement en allant rechercher sur la bibliothèque publicitaire en voyant bah, justement c'est quoi en fait les tu vois les formats qui reviennent, Fouiner, mettre les petites adresses, les fausses adresses pour aller voir les tunnels. On funnel a tous hacké, fait ça. Ouais. voilà tout fait. Tu funnel hack tous les funnels, t'essayes de comprendre la niche et t'essayes de comprendre les patterns, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi et te faire comme ça un petit dossier avec toute la concurrence et l'offre et tout. Donc j'ai commencé vraiment par ça en fait parce que voilà, la première agence ça m'a pas vraiment aidé en termes de délivrabilité. Après, j'ai pris un deuxième accompagnement plus cher sur les webinaires. Donc sûrement je pense que tu connais mais c'est Jean Hollander. Yes. Donc bah, très bonne formation pour le coup. C'est vrai que les webinaires après une fois que tu découvres et que tu découvres l'univers, tu te rends compte que c'est un gros chantier. Finalement, je savais plus du coup quel système d'acquisition utiliser et je voyais que les webinaires c'était compliqué. Et puis après, c'est là que finalement, j'étais parti pour faire un troisième accompagnement. Je découvre en fait justement une agence qui s'appelle Marketit via leur publicité et je vois tout de suite le potentiel avec eux. Je vois qu'ils sont smart, ils sont très bons et j'ai bien accroché aussi sur les pubs. Je trouvais qu'elles étaient bien scriptées, ça passait très bien. Donc voilà, et puis j'étais parti pour me faire accompagner. Au final, on s'est pas vraiment entendu, et c'est là que euh, un des fondateurs me propose, comme ça, qui recherchait un chef de projet. Euh, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, et c'est là que j'ai démarré, si tu veux, en tant que chef de projet à partir de 2 septembre de l'année dernière. Ok. Donc, petite transition assez rapide finalement, hein. Ouais. Et c'est quoi du coup on va dire les premiers premières leçons que tu as pu apprendre sur le fait de vouloir ce qui est déjà bien. T'as quel âge toi, Maxime? 29. Ok, 29. Donc tu as quand même déjà cette maturité-là. Tu avais vu déjà peut-être l'explosion des formations en 2020, même si tu n'étais pas encore forcément dans le milieu. Tu as déjà vu, peut-être déjà pu voir ça. Et tu as compris aussi assez facilement que tu avais besoin d'apprendre des autres pour aller plus vite. Donc ça déjà, bravo, parce que au début, on a tendance à vouloir le faire tout seul. Et tu l'as dit, tu as fait beaucoup de contenu gratuit, mais au bout d'un moment, ça coince. Donc tu as eu cette maturité-là, ça c'est cool. C'est quoi, on va dire, les trois clés que tu retiens à ce moment-là? Alors, tu parles quand j'étais tout seul, j'ai fait mes premières expériences ou quand j'ai rejoint Marketing en tant que chef de projet? Avant de Ah, rejoindre la Market. ouais. Alors, en fait, maintenant, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que il faut vraiment trouver, en fait, il faut se nicher et que le choix de la niche est très important. La deuxième chose, c'est que
En fait, des erreurs, tu vas en faire. Au début, ton service, il est pourri, ton offre, elle va pas être bonne, mais c'est pas grave. Les deux premières choses sur lesquelles il faut se concentrer au début, c'est juste à faire avoir du trafic, avoir de la visibilité, générer de l'attention et être bon en vente. Et en fait, c'est après que tu apprends vraiment en fait ton l'offre, que tu te fais tes premières expériences, mais ça sert à rien en fait de si tu veux, d'essayer d'anticiper le truc et d'être bon en delivery quand t'as pas en fait fait d'expérience. Parce que t'as beau en fait te renseigner sur, par exemple, moi dans mon cas, comment créer un tunnel de vente, comment on fait des ads, tant que tu l'expérimentes pas, tant que t'es pas vraiment au charbon, tu progresses pas. Vraiment, si je devais redire au Maxime les deux seules choses sur lesquelles je me focus, si je devais tout recommencer, ça serait en priorité ouais, la vente et le trafic. Ok. T'avais vendu quand même dans cette période-là ou pas du tout? J'avais vendu assez rapidement et d'ailleurs pas via les publicités. J'avais commencé avec le code call justement. C'est ce que la première agence m'avait dit de faire, m'avait conseillé. Et pour le coup, c'est vrai que c'est très puissant parce que bah, de un, ça te permet de te confronter rapidement à ta niche, d'avoir quelqu'un au téléphone, tu récupères beaucoup d'informations. Ça te fait sortir de ta zone de confort et tu te rends compte que finalement, bah, faire de l'appel à froid, c'est inconfortable, c'est très dur, mais c'est très formateur et tu apprends énormément. Et que bah, finalement, oui, on avait beaucoup travaillé les scripts, les ans, j'avais répété et tout, et finalement, on a quand même des résultats vraiment assez vite même quand on est personne et qu'on n'a pas d'études de cas. Et moi, ça s'est fait comme ça. J'ai fait mes trois, quatre premières ventes comme ça. Après, j'ai vite pris l'eau parce que du coup, j'avais pas d'équipe. Donc, en termes de délivrabilité, en plus, j'avais pas, tu vois, juste, par exemple, fait un service de media buy ou juste un script de séquence mail. Non, j'avais déjà pris, tu vois, un gros truc. On revoit l'offre, l'acquisition, le tunnel de vente. Donc, il y avait le funnel design, il y avait le script des pubs, il y avait tout un truc. Donc, finalement, j'ai totalement arrêté d'appeler. J'ai Les arrêté gens se rendent l'acquisition. pas compte du travail qu'il y a derrière tout ça, quoi. Ah, c'est une montagne. Tout seul, c'est chaud. Surtout quand t'as pas d'expérience, c'était au début. Donc en fait, si t'as 10 ans d'expérience, tu vois, un script de VSL, tu vas le torcher peut-être en 4, 5 heures. Mais quand t'as pas d'expérience, même avec l'IA, avec ChatGPT, crois-moi, c'est long, hein. Est-ce que tu peux nous partager, si tu as envie, par exemple, ta première vente, t'avais vendu à combien? Alors ma toute première vente, j'ai vendu à 500 euros. Ok. 500 balles. Et ça t'avait provoqué quoi, justement, la première fois que tu arrives à vendre en tant Franchement, qu'entrepreneur? c'est un sacré truc. La première vente. Alors, la première vente, ça fait drôle. Ah non, je te dis non, je te dis n'importe quoi. Ma première vente, c'est pas 500 euros, c'était 100 euros. Et c'était pas pour tout le funnel, c'était quelqu'un que je connaissais. Enfin, c'était le réseau de quelqu'un en fait. Donc c'était une recommandation de quelqu'un, c'était juste pour une landing page. Et oui, je l'avais fait à 100 euros et je devais juste optimiser sa landing page pour aller chercher un meilleur taux de conversion. Mais ça m'a fait quand même quelque chose, 100 euros. J'ai vu 100 euros sur le compte. Et t'as quand même un petit déclic, tu te dis, bon, bah, j'ai fait de l'argent depuis chez moi. Et après, C'est là où tu te dis, ouais, il y a peut-être un truc et c'est vraiment possible, quoi. c'est possible. Ça débloque des croyances. Ne serait-ce que ton premier euro débloque des croyances. Ouais. Et après les 500, mais là pour le coup c'était vraiment premier client avec le service, tu sais, funnel et ads. Et puis après j'ai augmenté à 1000, 1002 et euh, et voilà. Et tu te rends compte qu'aussi à ce prix-là, tu te rends compte que oui le prix aussi est super important parce que en fait c'est un cercle négatif dans le sens où tu veux sortir de l'opérationnel, sauf que si tu fais des prix bas, tu peux pas sortir ou alors tu te payes des prestataires pas bons. Donc, ce qu'il faut, c'est ouais, rapidement se faire l'expérience pour après avoir vraiment des prix chers, pouvoir après aller chercher justement de l'acquisition en payant et surtout sortir rapidement de l'opérationnel. Si tu veux sortir de l'opérationnel. Ouais. Et je pense que aussi, mine de rien, c'est qu'au début, je peux pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, mais en proposant des offres pas chères, bah, t'attires aussi des gens aussi qui démarrent, qui ont peut-être pas une offre qui a été vendue. Et donc, tu démarres avec des personnes qui sont aussi très basses, aussi mindsetement parlant, je sais pas si ça se dit, mais et du coup, c'est quand C'est même compliqué. très dur d'aller chercher des résultats derrière, quoi, parce que tout ne dépend pas forcément de nous. Non, tu as les clients souvent enfin, avec les quand t'as un prix pas cher, finalement, t'as un peu le pire des deux mondes parce que t'es pas cher, donc t'as moins de marge, t'as moins de possibilités de déléguer si tu veux déléguer, et t'as souvent des clients qui sont même plus exigeants que des clients qui payent plus cher. Ouais, il faut vite monter ses prix. Enfin, pas forcément d'un coup, passer de 1000 à 3000, bien sûr, mais c'est vrai qu'augmenter ses prix
à mesure qu'on récolte les témoignages de 10-20%, tous les clients, tous les 5 clients. C'est important. Yes. Ok, trop bien. Bah écoute, on a compris, je pense, la première partie. Maintenant, ce que je te propose effectivement, c'est de passer sur ta première grosse mission en tant que chef de projet. Donc, raconte-nous un petit peu, bien à hauteur de ce que tu as le droit de dire, bien évidemment, mais voilà, ton expérience au sein de Market. J'arrive jamais à le dire, Market It. Market it, ouais, c'est ça. Market It. C'est avec Ivan, c'est ça? Yvan, Yvan, ouais. Super. ouais, Ouais, est-ce que Yvan tu et peux me Gaspard. dire, voilà, c'était quoi leur promesse, à qui ils s'adressent et voilà, ton rôle au sein de cette agence? Ouais, bien sûr, bah, c'est une agence du coup qui est spécialisée pour les infopreneurs qui sont déjà bien avancés, hein, au moins dans les 20 000 euros minimum, jusqu'à certains qui font 200, 300 000, 300 K, 1 million à l'année pour les meilleurs, les plus gros. Ils sont spécialisés de base en media buying, en méta, mais sur Meta, et aussi en tunnel de vente. Et là, actuellement, c'est surtout du challenge, du webinaire qu'ils mettent en place pour leurs clients parce que c'est aujourd'hui, c'est vrai, des stratégies qui pour du coup des infopreneurs qui ont du budget, voilà, qui permettent d'aller chercher des résultats. On peut s'arrêter 2 secondes sur cette mode justement des challenges parce qu'effectivement, c'est apparu, ça a fleuri depuis, je sais pas, un an et demi. T'as souligné quelque chose d'important qui était des personnes qui ont les moyens. Est-ce que tu peux, selon toi, hein, dire pour qui est destiné vraiment les challenges? Qui est capable de faire un challenge et justement d'aller chercher de la rentabilité derrière et pas se cramer et de se dire merde, j'ai fait un challenge comme tous les autres, mais finalement c'est pire qu'une fois. Le challenge pour moi, c'est pas fait absolument pas pour les débutants et pour ceux qui n'ont pas de budget parce que il y a, en fait, c'est un des funnels où il y a le plus de friction. Par contre, si vraiment c'est bien fait, qu'on a le budget, qu'on peut mettre du truc, ça va amener ça va amener vraiment des beaux taux de conversion, ça c'est vrai, des beaux taux de réservation d'appel, des bons taux de closing. Mais pour arriver à remplir le pipeline, eh ben, il faut mettre de l'argent ou alors il faut être connu, vraiment avoir une grosse personal brand. Mais si on n'est pas connu et si on n'a pas de budget, c'est très compliqué parce il y a 50 000 étapes. Il faut d'abord que la personne arrive, voit la publicité, s'inscrive. Ensuite, il se passe plusieurs jours en attendant qu'il y ait le challenge. Donc là, il faut maintenir son intérêt, son engagement, ce qui est pas évident, parce que la vie va arriver, il va avoir ses occupations, les enfants à gérer, n'importe quoi. Donc il faut qu'elle soit là le jour J. Et donc du coup, ça demande une bonne technologie en termes de système de relance, de nurturing, etc. Puis ensuite, une fois qu'elle est là, il faut qu'elle regarde plusieurs lives, notamment qu'elle soit là lors du dernier live si on fait un challenge. Et puis ensuite, il faut suffisamment chauffer, être bon en live. On parle aussi de personnes, il y a même pas, tu vois, que le budget finalement ou ta notoriété, mais aussi le fait d'être bon en live. Parce que si clairement tu peux avoir la meilleure présentation du monde, etc., mais si tu sais pas en fait transmettre cette énergie-là et que ça te fait peur ou que t'es pas bon, que t'aimes pas ça, tu vas pas convertir. Et après, il faut prendre un rendez-vous si on vend du coup en high ticket. Et après, il faut aussi que la personne soit à nouveau là lors du rendez-vous. Puis après, il faut closer. Donc, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de jours qui séparent le moment où la personne, elle arrive, elle voit la publicité, elle vous découvre au moment où il y a la vente. Et donc, forcément, qui dit plus de friction, dit plus de complexité. Et donc, à mesure qu'en fait, on passe les étapes, on perd du trafic. Donc, forcément, si on a un petit budget, à la fin, il reste plus personne. Et surtout, l'enjeu d'un webinaire et d'un challenge, parce qu'un challenge, c'est juste 3 webinaires finalement, c'est le taux de présence. Et ça aussi, il Oui. faut bien s'en rendre compte, c'est que quand on a 1000 personnes qui s'inscrivent, on va avoir peut-être 400 personnes en live. Et encore, ça, c'est un bon taux de présence. On a 40% de taux de présence, c'est bien. Mais la plupart sont à 25%. En ads, genre, oui, si tu fais full ads parfois et que tu fais pas ce nurturing, t'as 20, 25%, 30% max, quoi. Et C'est là, ça. effectivement, sur une petite niche, une petite audience, ça fait pas beaucoup. Et surtout qu'il y a de la déperdition au fil des jours, en plus de ça. La déperdition, on perd du monde. Donc, ouais, c'est un gros chantier. C'est très complexe et en fait, et ça demande du budget parce que dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut faire rentrer beaucoup de trafic et donc pour faire rentrer beaucoup de trafic, il faut quand même un minimum de budget. Et aussi, deuxièmement, ça demande du budget pour installer toute la tech. Euh, il faut, euh, il faut pas mal d'automatisation, les relances par SMS, Twilio. Enfin, ça demande en fait plein de d'outils. Actuellement, peut-être que plus tard, après, on a des outils quand même qui peuvent faire plein de choses comme GHL, mais ça demande quand même du coup à une grosse tech.
Ça demande d'avoir un bon niveau de technicité et c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Bon, moi, je suis content que tu dises ça. Parce qu'il y Ouais. a Ouais, effectivement beaucoup de personnes qui se lancent même à faire des challenges en organique et qui pensent que ça va sauver leur business ou en tout cas tripler peut-être leur lancement, mais pas forcément. Et c'est peut-être même pire parce que vous allez vous cramer pendant 3 jours. Et comme tu as dit, si tu sais pas faire le switch entre animation, énergie et passer au moment de la vente, comme dans une masterclass classique, bah, en fait, tu peux avoir fait tout ça pour rien, quoi. exactement. Et déjà, avant même de parler d'un challenge, selon moi, il faut commencer par un webinaire, se faire la main là-dessus. Déjà, c'est déjà convertir juste via une soirée. Puis une fois qu'on a bien compris la tendance, qu'on commence à voir, à comprendre les KPI, qu'on commence à bien structurer sa présentation de vente, etc., show up, après, on peut commencer à envisager un challenge. Mais envisager direct un challenge sans avoir fait de webi, pour moi, c'est, c'est aller à C'est la mort, hein. compliqué. Ouais, ouais. Cool. Donc, Bah écoute, merci pour l'aparté en tout cas des challenges. On peut repasser effectivement sur la question initiale qui était justement ton parcours chez Marketit. Dis-nous un petit peu ce que tu faisais, pour quel type de client et peut-être les résultats que vous avez pu obtenir, hein. bien sûr. Alors, pour le nom des clients, je préfère pas mentionner qui étaient nos clients parce que bon, bah ça, même si ça affichait sur leur funnel et tout, je préfère éviter. Mais en tout cas, on a accompagné des gros infopreneurs dans différentes niches. Moi, mon job, c'était de faire le lien, de faire la liaison, pardon, entre les clients et les prestataires. Et moi, je devais coordonner le tout pour faire en sorte que le client, il arrive, on l'onboard tout de suite, on fasse son onboarding. Ensuite, rapidement, on revoit à chaque fois nous l'avatar, etc., ce genre de choses, les fondations. Et après, c'est moi qui dois me charger sur activer les prestataires une fois que c'est fait, une fois qu'on a les fondations, les documents, et faire en sorte que chaque étape, en fait, soit faite dans le bon temps, dans le bon timing, pour qu'à la fin, le client, il soit livré, il ait ses ads. Par exemple, si on est en Presta Megabuy, il ait ses ads le plus vite possible et que tout se passe du mieux possible. Et que s'il y a des deadlines, c'est vraiment moi le garant de tout, en tant que chef de projet. Donc, on est au centre de tout, on est responsable de tout. Donc, c'est un métier qui est très challengeant et exigeant aussi. Parce que on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si la deadline n'a pas été faite, si il se passe n'importe quoi, en fait, si le client répond pas ou que c'est trop long, c'est un peu souvent la faute quand même du chef de projet ou en tout cas, il faut toujours essayer de se dédouaner pour montrer que voilà, la balle est dans le camp des autres. Donc j'ai appris pas mal de choses et ça m'a appris en fait à être très organisé parce que faut absolument pas faire confiance à ton cerveau, absolument pas. Faut pas se dire je vais tout retenir à moins que si tu as un ou deux clients à gérer. Mais moi j'avais parce que moi j'étais spécialisé si tu veux sur la Presta Media Buy. Parce on a plusieurs offres. Il y avait l'offre challenge, du coup, mais ils ont aussi, pardon, une offre media buy, donc vraiment juste pour la partie publicité. Moi, je m'occupais essentiellement de ça. Donc du coup, vu que c'est une prestation qui est moins technique, j'avais plus de clients et j'avais en moyenne ouais 15, j'avais 15 entre 15 et 20 clients à gérer, donc très très organisé, tout noté parce que ton cerveau ne retient pas. Hmm. Du coup, vous aviez peut-être en place des process ou en tout cas des outils qui te permettent toi de d'avoir un suivi régulier sur chaque client et même auprès des prestataires. Ouais, c'est ça. Ben, nous, on communiquait sur, voilà, sur WhatsApp. Après, nous, on était sur Notion, sur la partie gestion de projet. Et je m'organisais comme ça, ouais. À chaque fois, prendre des notes, mettre des relances. Tout était sur Notion. Ok. Donc tu mettais pas les mains dans le cambouis, mais tu supervisais et t'analysais peut-être les résultats ou il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait à ta place. Non, je m'étais analysé ils ont un média buyer qui analyse et qui gère bien sûr les. Et eux, ils sont aussi média buyers de base, en fait. Donc, ils gèrent encore eux-mêmes certains clients. Mais moi, si tu veux, je mettais quand même le nez dans l'opérationnel parce que donc de base, voilà, je faisais la gestion de projet, mais quand il y avait des checks, des vérifs à débloquer, ou alors des fois des funnels à changer, il m'est arrivé de changer aussi quelques pages, de mettre en place des automn Calendly, de mettre en place en fait, plein de petits trucs comme ça, de mettre en place peut-être des tags ou des choses comme ça. On n'allait pas forcément demander à nos techs, il fallait que je m'en occupe. Donc c'est quand même un job qui demande un bon niveau d'expérience en termes de funnel, en termes de compréhension des différents outils d'écosystème. Sinon, c'est compliqué, ouais. Mais Ouais, c'est je pas moi, comprends. effectivement, tu vois, qui crée les scripts, qui faisait le funnel design, mais
Et voilà, il fallait que je puisse, en fait, si jamais il y avait des modifications à faire, des petits tags, des petites modifs comme ça, il fallait que je sois capable de le faire. Donc, Et du coup, dans ces cas-là, dans des agences, comment on est rémunéré? C'est au fixe, au variable, un peu des deux? franchement, je sais pas après comment les autres fonctionnent, mais moi, j'étais rémunéré, ouais, j'avais un fixe plus variable. Variable, du coup, ce qui dépendait selon, par rapport à la pub, du coup, au chiffre d'affaires global généré sur le projet. C'était le chiffre d'affaires de mes clients que j'avais en gestion. Ok. Donc, j'étais rémunéré comme ça, et voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris là? Ça a duré combien de temps, cette mission de chef de projet? Qu'est-ce que tu as appris de manière globale et notamment aussi sur la publicité? Peut-être que tu pourras nous donner deux, trois tips de pubs qui sont redondantes et qui fonctionnent peut-être entre guillemets à chaque fois, même s'il y a toujours des impondérables, quoi. Ta première question, c'était, j'y suis combien de temps? Ouais. J'ai fait 7 mois, ouais, de septembre à la début avril. Donc c'est ça jusqu'au premier, quoi. Donc 7 mois, ça a duré. Et voilà, c'était très exigeant. De base, je voulais quand même développer toujours mes clients à côté, mais en fait, j'ai pas pu pendant ces 7 mois parce que je me suis donné à 100%. Et je regrette absolument pas. Et puis après, pour ta deuxième question, oui, j'étais pas média buyer du coup dans l'agence, mais bah, du coup, j'étais confronté, tu vois, aux publicités tous les jours pour des clients. Donc tous les jours, je voyais des scripts, je faisais les corrections, des funnels, etc. Donc bah, forcément, j'ai quand même du coup plus de compréhension sur le marché, sur ça et sur les ads. J'avais aussi accès à des dashboards de clients, donc entre-temps, j'ai posé le maximum de questions et j'ai pu apprendre ouais, sur cette partie média buy, ouais. Et après, bah, franchement, en termes de performance, qui marche pas, bah, franchement, ça dépend de tellement de choses. Ça, c'est un écosystème, tu le sais, mais c'est-à-dire qu'on a beau avoir les meilleurs ads, mais des fois, ça va pas marcher parce que bah, le reste du funnel suit pas, ou alors c'est l'offre, ou alors après, tout est bien fait, mais ça capte au niveau de la vente. Donc finalement, en fait, justement, l'objectif, c'est de prendre du recul et d'essayer de comprendre, en fait, où ça pêche, en justement en traquant tout ce qu'on peut traquer. Et ça, c'est super important. Il y en a beaucoup qui traquent pas assez pour pouvoir prendre les bonnes décisions, des décisions qui se basent sur la vraie data, et après prendre les actions en conséquence. Et après, si je devrais te donner quand même un truc, nous, ce qu'on a vu sur le marché dernièrement, c'est que quand même tu vois, un peu facecam, finalement classique studio, il marche de moins en moins bien. Et Ok. je pense que dans les années qui passent, tu vois, il va falloir trouver des concepts, être plus créatifs, faire, tu vois, des mises en scène, ou alors de l'ugly ads, tu vois, donc vraiment des ads en fait qui ont pas l'impression d'être des pubs, mais vraiment comme si c'était un contenu avec Ouais, de un la story. format, ouais, le plus brut possible, en fait. C'est un peu ça les tendances qui sont en train de se dégager en ce moment. Surperforme la vidéo. On s'attache beaucoup à faire des vidéos avec des montages complexes, mais comme tu as dit, bah, la vidéo la plus simple du monde, c'est celle qui capte le plus l'audience. Donc voilà, il y a tout un écosystème de tests à faire. Et c'est que une fois qu'on a lancé les ads et qu'on a un certain recul, qu'on peut effectivement dire telle publicité a le mieux fonctionné par rapport à une autre. C'est ça. Il faut vraiment prendre du recul sur la data et être très régulier et sérieux sur le tracking parce que sinon on nage à l'aveugle et c'est impossible de savoir. Et après, bah, c'est vraiment bon, bah, c'est aussi une compréhension du marché. C'est vraiment bon, bah là, je sais pas moi, j'ai des bonnes ads, j'ai pas un bon CTR, pourquoi? Ok, concurrence ou pas? Ah, mon CTR est bon, ma VSL est bonne, mais ça marche pas. Peut-être que c'est l'offre. Et à chaque fois, il faut toujours finalement tester. Et c'est à chaque fois, on a tendance, c'est vrai, à dire souvent que les ads c'est automatique, etc. Donc, ça quand même, ça demande du travail, ça demande de checker les budgets tous les jours, ça demande de tester de nouveaux angles, de nouveaux concepts presque tous les mois, mais ça reste quand même ultra scalable comme canal d'acquisition. Ouais. Ouais, clairement, je te rejoins là-dessus. Ok, super. Du coup, tu dis que tu as arrêté bah, là, il y a une dizaine de jours. Est-ce que tu peux nous partager pourquoi? Est-ce que ça vient de toi? Parce que tu as parlé du coup de ton nouveau projet. Comment du coup ça s'est fait et justement vers quoi tu t'orientes là aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bah, ça s'est fait un peu d'un commun accord. Enfin, pas vraiment. Enfin, c'est plus eux quand même qui ont décidé d'arrêter la machine parce que il y a eu différents facteurs. Je vais pas forcément rentrer dans les détails. Sur certains trucs, j'ai pas fait des erreurs, mais j'ai manqué un peu de prise de recul, tu vois.
Puis il y a aussi des facteurs plus propres à l'agence, mais voilà, ça s'est fait en fait comme ça. Et de mon côté, de toute façon, c'est aussi quelque chose qui me convient. Moi, je m'étais engagé de base sur du moyen terme avec eux. Moi, j'étais parti pour rester, voilà, jusqu'en juin, jusqu'en septembre, et après, je voulais voir. Mais c'est vrai que ça me manquait ce côté remettre les mains dans le cambouis et puis se remettre à mon compte et et être dans l'action, être dans le feu et vraiment se tester finalement. Donc, euh, donc voilà, finalement, c'est une décision comment dire, que je suis OK avec. Et justement, je cherchais à revenir un peu à mon compte. Donc voilà, et aujourd'hui, bah, je repasse 100% à mon compte et je suis en train de créer justement l'écosystème, propres apps. Donc je suis en train de scripter, justement, je vais aller tester le marché. Sûrement, bah, semaine prochaine. J'aimerais dans le milieu, fin de semaine prochaine. C'est pas forcément ce qui est recommandé parce que souvent, et même moi, justement, je préfère travailler avec des personnes qui ont déjà vraiment une offre validée. Moi, je repars sur une nouvelle niche que j'ai pas testée en fait avant, parce que de base, moi, j'avais targeté les coachs de vie l'année dernière, mais j'ai pas envie de renouveler l'expérience. Là, maintenant, je vais partir sur une niche qui me passionne plus, qui me correspond plus. Voilà, l'immobilier et les investissements financiers. Mais j'ai pas envie de perdre du temps. J'ai pas du tout envie de perdre du temps, donc je vais aller tester en fait et aller tester le marché en fait, me confronter au marché le plus vite possible. Ce serait quoi, du coup, ton système d'acquisition que tu souhaites privilégier justement là, à court terme? Alors tu vois, moi je vais tester justement ce que je vais mettre en place pour mes futurs clients. Donc un système VSL, c'est celui qui me plaît le plus et qui en plus est bien adapté, je trouve, sur la niche business, investissement. C'est celui, ouais, sur lequel j'ai le plus envie de faire. Après, j'ai plusieurs systèmes d'acquisition. Il y a aussi un autre que tu as sûrement entendu parler, c'est le social funnel où il y a moins de friction. Peut-être pour les profils justement qui auraient un petit peu moins de budget. Et ces deux systèmes, finalement, en fait, pas énormément de différence. Dans tous les cas, en fait, on fait une acquisition payante. Ce qui va changer, c'est la redirection. Mais c'est un peu ces deux systèmes-là sur lesquels j'ai envie de partir, essentiellement le VSL. Pourquoi pas après, quand on a du budget, mixer justement les deux. De toute façon, moi, je suis dans une optique de test. Donc, moi, dans un premier temps, je vais aller tester justement de la VSL et je vais contacter justement tous les leads, tu vois, pour justement avoir du feedback terrain. Et après, au pire, je testerai, bah, comme je te dis, un autre système d'acquisition si jamais. Mais voilà, c'est un peu ces systèmes-là que je vais mettre en place. Donc, tu privilégies en tout cas à court terme plus l'ADS que de créer une communauté, faire de la création de contenu, où il y a Ah quand même ouais, cette partie-là que tu fais derrière. ouais, bien sûr. Alors ça, c'est ce que je vais tester. Mais la création de contenu, je vais aussi absolument en faire. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Ce serait mentir de dire vous faites une VSL, un final VSL qui tourne et c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Faut créer du contenu à côté, il faut continuer à éduquer son audience. Le contenu, c'est super. Et je trouve que justement, ces deux stratégies qui se complètent super bien, l'organique et l'ADS. L'ADS permet d'avoir la scalabilité et se faire découvrir. Et le contenu permet de rassurer, de développer sa personal brand, de créer de la confiance. Donc les deux se complètent. Donc moi, je compte vraiment mettre en place finalement ce que je préconise et ce que je vais vendre à mes clients. Je veux voilà pas être la personne qui dit de faire tel système qu'il n'a pas pour lui-même. Donc c'est vraiment ce que je vais mettre en place pour moi. Euh, et, euh, et je vais absolument créer du contenu tous les jours. J'en ai pas assez fait justement. Ça fait 10 jours que j'ai arrêté Marketit et tu vois, j'ai pas vraiment créé de contenu. C'est une belle erreur parce que justement, ce qui plaît aux gens, aujourd'hui, c'est ce côté un peu vulnérable, c'est vraiment raconter les coulisses. C'est ça, raconter ce qui se passe en coulisses et pas forcément juste être le professeur. Donc, moi, mon objectif, finalement, c'est un peu, parce que si tu veux, je fais du journaling tous les jours et vraiment, je compte, en fait, raconter, je me donne pour objectif de raconter tout ce qui se passe et ce que je me dis à moi-même, OK, quel était mon objectif, comment j'ai avancé, qu'est-ce que je compte mettre en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Juste le raconter, en fait, dans un format build and public, le plus possible, d'essayer d'être le plus régulier. Voilà, mon objectif, ouais, c'est d'avoir un contenu tous les jours, au moins des stories minimum tous les jours si c'est pas des réels. Mais ouais, ça va être un gros focus. Création de contenu sur LinkedIn et sur Insta. LinkedIn, Insta pour les contenus courts et YouTube pour le format long pour vraiment rentrer dans les détails, se faire plaisir et partager vraiment le plus de valeur possible. Ouais, YouTube podcast aussi parce que du coup, bah, on en a un petit peu parlé en privé, mais j'ai vraiment aussi envie de développer un podcast. Pour les connecter justement avec d'autres personnes, pas être seul, et en même temps, ça fait coup double pouvoir utiliser ça comme du contenu court. Ouais.
Ok, clairement. Ah, c'est cool. Ok. Euh, tu définirais, ou en tout cas, sur quoi tu partirais en termes de marketing, c'est-à-dire quel type de marketing tu as envie d'insuffler, je crois que ça se dit comme ça, pour justement acquérir tes clients. Qui, du coup, sont des prospects dans le mass market, où il y a quand même des promesses assez aguicheuses sur le marché, hein, c'est très chiffré, très promesse de gains. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça et comment tu souhaites te différencier aussi? Bien sûr. C'est une bonne question ce que tu dis là. Comment se différencier? C'est vrai que ça, c'est une vraie question parce que tu te dis, bon, bah, tout le monde fait des promesses un peu surréalistes, très précises, gagne 10 clients en 90 jours, etc. Ou sinon, tu ne payes pas. Donc, d'un côté, tu te dis, tout le monde fait ça, donc moi, je vais faire autre chose. Le problème, c'est que en marketing, on le sait, c'est bien d'avoir une promesse précise, de pas avoir quelque chose de flou ou alors d'avoir quelque chose de précis. Mais si c'est quelque chose de précis qui est inférieur par rapport aux autres, en fait, moi, je vais dans un premier temps, si tu veux, pas vendre la lune. Donc, je vais pas vendre les 20K, les 50K par mois ou atteindre les 30K puisque déjà, je ne les fais pas. Mais donc, moi, j'ambitionne déjà de pas partir sur ma promesse. Ça va être plus déjà des appels, des rendez-vous et pas la finalité, si tu veux, les clients. Parce que de un, je vais pas maîtriser le closing de mes clients. C'est mes clients qui vont closer. Donc, j'ai beau avoir mettre en place le meilleur système d'acquisition, je suis pas en contrôle des ventes. Donc moi, ce que je vais vraiment promettre, c'est un nombre de rendez-vous que après j'ajusterai plus ou moins, mais je sais que dans tous les cas, moi, l'idée, c'est que mes clients, je vise des personnes en fait qui sont vraiment un peu au début, si tu veux, mais qui sont déjà coach formateurs. Ils ont juste déjà quelques clients. Ça fait déjà peut-être plus ou moins longtemps qu'ils se sont lancés, mais ils manquent vraiment de stabilité. Ils font quelques ventes, ils ont peut-être une upload ticket. Moi, mon objectif, ce que je veux vendre avant tout, c'est de la stabilité. Et aussi bien sûr un petit peu de scaling, mais surtout de la stabilité. Et donc pour ça, c'est pour ça que j'ambitionne au moins ma promesse, ça va être au moins minimum, et je sais que ça va être largement faisable, 10 appels de vente par semaine, enfin 10 rendez-vous qualifiés par semaine, parce que forcément, enfin entre 10 et 15, si on a une moyenne de 2 rendez-vous par jour, à la fin, mettons qu'on a 10 rendez-vous par semaine, même si on a un taux de closing qui va être, je sais pas, de 10%, ça fait quand même un client high ticket par semaine. Et moi, c'est ça, mon objectif, c'est au moins d'aider dans un premier temps mes clients euh, à faire 4, 5 clients high ticket, mais tous les mois, sans pic, sans effet yo-yo, sans avoir à passer des journées entières à prospecter la terre entière ou à créer du contenu. C'est ça que j'ambitionne de faire. Qu'effectivement, la VSL fait sens pour avoir cette notion de prédictibilité. Après, ça n'empêche que je vais aussi aider avec les connaissances que j'ai sur la partie vente, parce que je l'ai aussi pas tant expérimenté que ça finalement, mais je l'ai quand même pas mal travaillé, beaucoup éduqué par rapport à ça. Donc, ça n'empêche que je vais pas les laisser à leur compte livrer à eux-mêmes sur la partie vente s'ils ont besoin d'aide. S'ils sont déjà forts, c'est bon. Donc, je les aiderai quand même, mais voilà, moi, je vais pas promettre, tu vois, un nombre de clients par mois ou un nombre de chiffres d'affaires. J'ambitionne plutôt faire ça, ouais. Donc, on verra après comment ça réagit. De toute façon, une promesse, ça se change, ça se teste, c'est comme tout. Et dans un premier temps, ouais, j'essaye de promettre une promesse qui est quand même ambitieuse et cohérente et qui, justement, qui va apporter des résultats à ma cible. Et après, en fait, au fur et à mesure que j'aurai des études de cas et que je me connaîtrai, etc., je pourrais promettre des promesses peut-être plus audacieuses. Pour l'instant, j'en suis pas là. Ouais. Donc là, tu as défini ton plan d'action à 90 jours et tu es prêt pour tout arracher, quoi. Exactement, bah, le plan d'action, c'est ce que un peu je promets à mes clients. Donc moi, je me suis fixé au minimum, j'aimerais bien là pour la fin du Q2 avoir 12 clients, 12 études de cas surtout. Je parle même pas, tu vois, de chiffre d'affaires parce que c'est vraiment, je me fixe vraiment des études de cas, des belles études de cas avec de la valeur, des résultats. Et après, on verra pour le chiffre d'affaires, mais pour l'instant, c'est ça ma priorité. Ouais. Et du coup, tu comptes te constituer d'une équipe ou tu veux d'abord faire seul et après, petit à petit, avoir des gens à des éléments clés? Ouais, alors, je vais pas faire comme l'année dernière où je faisais vraiment tout, parce que c'est absolument pas scalable et c'est pas possible de vraiment. En fait, t'es trop limité pour ce genre de service vu que c'est très complet.
C'est pas possible, mais au moins déléguer la moitié. Donc, je pense déléguer, c'est même sûr, la partie copywriting, en tout cas au moins de la VSL, le funnel design, ça c'est sûr, le montage, bien sûr. Et moi, j'ai plus envie de, vu que c'est ça aussi surtout qui m'intéresse, de m'occuper de la partie media buy. Ok. La partie media buy, c'est voilà, analyser les dashboards, gérer les budgets de mes clients, faire les renouvellements s'il y a besoin. La partie stratégie, la partie, j'aime bien la partie stratégie aussi, comprendre les axes, et justement comprendre la concurrence, comment on peut trouver quelque chose de différent. Ça, j'aime bien cette partie-là. Et mais voilà, donc ouais, je pense déléguer 50%, ouais, à peu près, ouais, dans un premier temps. Hmm. Et t'as déjà trouvé des gens ou t'as un petit portfolio ou pas encore, tu verras ça un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de gens. J'ai prospect, mais pas tant que ça. Je me suis plus concentré là sur la création de l'écosystème. Et vraiment, ça m'a pris du temps, mine de rien, de bien dire, OK, sur quelle niche je pars, quelle promesse je fais, quel avatar je cible, quelle est mon offre. Donc j'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais finalement, voilà, donc c'était sur ça que j'étais focus ces 10 derniers jours. Et après, je recontacte mon réseau actuellement aussi sur LinkedIn. Après, bon, c'est pas forcément évident quand vu que moi j'ai arrêté un peu le contenu, et que je manque encore tu vois, de preuves justement de choses à montrer. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Mais bon, après, c'est une question de volume. J'ai pas envoyé assez de messages aussi. Hmm. J'ai vraiment pas à envoyer assez de messages. Ok, bon, bah, ça va venir, alors. Oui. Ça marche. J'aimerais bien, moi, ton avis sur justement l'évolution de l'infoprenariat depuis que tu es arrivé et aujourd'hui. Est-ce que tu as vu des grandes différences? Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui te choque aujourd'hui? Et au contraire, qu'est-ce qui justement te plaît là-dedans? Moi, dans l'infoprenariat, bah, c'est qu'on voit de tout. C'est-à-dire qu'on voit des personnes, j'en ai vu pas mal et j'ai même acheté des formations qui achètent juste des formations à l'étranger, aux US. Ils copient tout et puis ils vendent. Ils changent 2, 3, ils ont peut-être 10, 20%, mais c'est du copier-coller et c'est des choses, en fait, des formations qui sont même pas, qu'ils ont même pas appliquées finalement. Et ça, c'est le lot de beaucoup de choses, de beaucoup de formations que c'est vrai qu'aujourd'hui, ou alors des formations, ouais, c'est ça, des formations qui sont entièrement copier-coller, ou alors des formations qui n'apportent rien, qui sont mensongères. C'est-à-dire que voilà, on va dire j'ai fait 50 000 euros, c'est totalement faux, c'est des faux comptes Stripe. Ou alors il a fait 50 000 euros un mois dans l'année, mais sinon il plafonne à 10, 20 000 euros. Donc ça c'est bon, bah, c'est un peu le lot. C'est le jeu, il faut essayer de filtrer tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent énormément du rêve, qui vendent des belles choses qui sont pas forcément vraies, des choses qui sont entièrement copier-coller mais qui n'ont même pas appliqué, ou alors des formations qui n'amènent pas de résultats. Ça aussi, je pense qu'aussi dans l'infoprenariat, ce qui va changer, c'est les formations, tu sais, en vraiment les formations mid-ticket, un petit peu à 500 euros, avec zéro accompagnement, t'es livré à toi-même. Ça aussi, j'en ai fait. Ça apporte vraiment pas de résultat parce que t'es livré à toi-même. Et 90% des gens, ils regardent un tiers du contenu et ça amène pas de résultat. Et c'est vrai que, en fait, il y a vraiment de tout. C'est très bien l'infoprenariat, mais il faut vraiment bien filtrer. Il faut vérifier qui est la personne derrière, si elle-même prêche ce qu'elle dit. C'est pour ça que moi, tu vois, j'insiste vraiment. Je vais mettre en place le système que j'ai pour moi-même. Mais après, pour le côté positif, ce qui est bien, c'est que tu peux impacter des gens. C'est vrai que si tu peux impacter des gens, tu peux les aider, tu peux vivre de où tu veux, avoir la liberté, la fameuse liberté géographique dont tout le monde parle. Elle est vraiment vraie. Et tu peux très bien vivre ta vie, même sans forcément faire 50 000 euros par mois, avoir des très belles marges, pas forcément gérer d'équipe, et voyager et vraiment avoir un business au service de ta vie. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très 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 confortable. C'est un peu une vie de rêve quand même. Donc c'est un super secteur, hein. C'est pour ça que moi aussi je veux évoluer là-dedans et c'est un secteur qui me parle et je veux aider aussi à mon tour des infopreneurs. Mais voilà, il faut bien faire les choses. Ok, c'est intéressant. C'est un peu ouais, ce à quoi t'aspires en tout cas, cette liberté géographique, pouvoir bouger et en même temps enfin, Oui, travailler un peu d'où tu veux. franchement oui, maintenant que j'ai goûté au digitalisme nomade, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est quand même très très agréable de pouvoir travailler de chez toi.
Ça a aussi des mauvais côtés, attention. C'est vrai que tu peux vite être isolé. C'est pour ça que justement, c'est bien de rencontrer du monde, faire des podcasts. Idéalement, d'être dans une ville où il y a du réseau. Euh, mais ouais, moi, la liberté géographique, maintenant, je sais que je retournerai pas dans un emploi qui me contraint quelque part. Et puis, surtout, pouvoir, au-delà de la liberté géographique, moi, c'est vraiment pouvoir être aux commandes, qui est très, très agréable. Ça me ferait vraiment du mal de retourner dans le salariat. Mais bon, si jamais, hein. Mais en tout cas, j'ambitionne vraiment pas. C'est, moi, la liberté, c'est même pas l'argent qui me fait rêver. L'argent, c'est un véhicule. C'est vraiment le moteur, c'est la liberté, ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant. Euh, Si tu devais, voilà, te faire un petit feedback sur le Maxime, du coup, qui fait un BTS et hôtellerie, c'est ça? Tourisme. Tourisme, pardon, ouais. Ouais. Parce que parfois il y a les deux, je crois. Comment tu te percevais à cette époque et comment tu te perçois aujourd'hui? Et finalement, si tu devais lui dire une phrase ou deux, qu'est-ce que tu lui dirais finalement à ce Maxime-là? Je dirais de pas écouter les autres. Surtout de pas écouter ceux qui ne sont pas la situation que tu aimerais être ou tu aimerais être. Moi, tu vois, au tout début, j'avais dit, sans le prendre au sérieux, mais je voyais que ça changeait des vies. C'était, je voulais devenir youtubeur, moi. Enfin, 18 ans, youtubeur entre guillemets, mais je voyais bien que ça changeait les vies, que les Thibaut InShape, les machins, c'était fou, en fait. Tu vois, à l'époque, en 2015-2016, de faire énormément de vues sur YouTube et de vraiment, bah, une fois que tu avais percé, on va dire, c'est clairement, on voyait bien qu'il y avait moyen de monétiser, hein. Et je me suis laissé un peu influencer, puis après à nouveau sur la police, où je me suis laissé influencer, je savais qu'en fait, ça me correspondait pas de base, je sentais dans mon cœur, je le sentais que c'était pas fait pour moi, mais je me suis laissé influencer. Et donc, ce que je dirais au Maxime, c'est de vraiment pas écouter les autres, c'est d'écouter soi et d'écouter son intuition et de foncer. C'est ok d'avoir des remords, mais pas de regrets. Et même si ça fait peur de y aller, de foncer et de même pas en fait, c'est-à-dire que quand tu as envie de faire quelque chose, demander conseil à des personnes qui font déjà, mais ou alors juste ne demandez pas de conseil et de le faire. Et une fois que tu as déjà commencé la chose, tu as déjà commencé le projet, là, t'en parles. Mais c'est déjà en fait fait, tu as déjà lancé la machine. On peut pas en fait, tu vois, t'inciter à ne pas le faire puis que tu l'as déjà fait. Ok, Donc ouais, je ça vois. serait vraiment la chose. J'ai écouté trop de personnes dans ma vie et surtout, par exemple, moi, en entrepreneuriat, je sais que j'en parle pas forcément à ma famille, ils sont pas dedans et surtout, je demande absolument pas de conseils sur à mes amis ou à ma famille. Si dois demander des conseils, c'est à des entrepreneurs qui ont déjà un business qui tourne, qui font déjà plus d'argent, qui sont là où j'aimerais être. Là, eux, oui, je vais les écouter et je vais vraiment écouter pour le coup. Foncer tête baissée. Mais par contre, le reste, non, absolument pas. Ce serait qui, si tu avais un nom en tête d'une personne là que tu idéalises, en tout cas, tu t'aimerais être mentoré, ça serait qui dans ce milieu-là? Ah, ça serait un marketeur bah, qui est connu à l'international. Tu dois le connaître, c'est Charlie Morgan. Ok. Après, sa formation, pour l'instant, je l'ai pas. Enfin, j'ai pas les fonds, mais je sais que ouais, si j'ai des résultats et rapidement, je me fais un petit pactole. Je réinvestis tout et je prends sa formation. Ou alors Alex Hormozy fait aussi des workshops. Mais moi, dans tous les cas, c'est sûr, je me ferai former aux USA. Enfin, aux US, déjà de un parce que bah, ils ont un temps d'avance. Et donc, tu as directement l'info auprès de la source. Et en plus de ça, tu peux leverage. Tu fais le biais de, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, de conformité, le biais de, enfin, je sais plus, mais en gros, tu utilises un peu cette notion d'expertise qu'ils ont et tu te l'appropries. Et donc, non seulement ça permet en fait de montrer que bah, tu es formé auprès des meilleurs et donc, toi, t'en profites. Et en plus de ça, bah oui, tes connaissances aussi augmentent. Et voilà, donc c'est le mieux, ouais. Donc sans hésiter, maintenant, je me formerai aux US, ouais. Et je ferai ouais. Ouais, j'allais juste dire, faut rappeler que parfois, même si effectivement les USA c'est très riche de connaissances et tout,
Dans certains cas, c'est pas duplicable en copier-coller. L'américain ne dépense pas comme le français, quoi. Donc il y a toujours des petits ajustements à faire. En effet, dans le message marketing, bah, c'est toujours too much et ça passe le too much. En France, il y a les messages, faut quand même les adapter, faut absolument pas tout répliquer. Même en termes de design, tu vas prendre leurs headlines, ils ont des énormes titres. Tu regardes Sabri Subis, c'est comme ça, c'est un bold en bold fois 100 et ça marche pas en France. Mm. Pareil, ils vont retourner le couteau dans la plaie énormément. Ils vont aller très très loin dans l'amplification des problèmes. Ça marche pas forcément autant en France. Il faut rester un petit peu plus sobre. Ouais, il faut adapter. Pour le coup, ils ont quand même un temps d'avance, hein. Tu prends le setting, ça fait un petit moment. Là, on commence un peu à en parler, tu vois, et c'est vraiment ça qui va faire pour moi la différence. N'importe quel funnel, en fait, tu peux mettre en place du social funnel, du VSL, du low ticket, tout ce que tu veux. Là, ce qui fait la diff aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un process de setting solide Ouais, et réactif. Et si tu l'as pas, tu peux avoir tout le funnel que tu veux, ça marchera pas. Mais tu vois, ça fait un moment qu'ils en parlent aux US de ça. ouais, ouais, ouais. À voir effectivement ce qui nous concocte là dans les années à venir. Ouais. Faut rester à On la verra. page. Puis là, avec l'IA en plus, n'en parlons pas. Je sais même pas ce que ça va donner. Je pense, on le voit déjà. C'est en train, tu vois, avec ChatGPT. Je sais pas si tu l'as testé là, mais la dernière mise à jour pour les images, c'est quand même bluffant. Je te dis, waouh, vers où on va? C'est clair. Non, mais c'est sûr que c'est une aide incontestée et je pense que celui qui s'en prive se tire une balle dans le pied. Après, c'est encore une fois, tout est à modérer. Un bon copywriter va s'appuyer par exemple de l'IA, mais il ne va pas compter sur ChatGPT pour lui réécrire toute sa séquence mail, par exemple. Il y a toujours des adaptations à faire et encore une fois, on va dire le truc ultime, c'est de répondre à 100%, en tout cas à 90% à ta cible, quoi. Répondre aux besoins de ta cible. Répondre aux besoins et ouais, ah, c'est ça, à tous ces problèmes idéalement. Je pense que c'est ça. J'avais vu récemment, mais tu vois, c'est répondre en fait à tous les problèmes de ta cible et être bien spécifique dans ta cible. Ouais, clairement. Ok, bah écoute, je pense on a fait le tour. On pourra effectivement débattre sur d'autres sujets, peut-être dans d'autres épisodes. Avant de conclure, je fais toujours des petites questions en vrac comme ça, histoire d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc l'idée, c'est pas de réfléchir, c'est d'être le plus spontané possible. Bon, il n'y a pas de questions au piège, t'inquiète pas. Mais voilà, c'est histoire d'avoir euh, une minute en plus et de découvrir un petit peu plus le Maxime. T'es Ok, prêt? ouais, prêt. Alors, si tu prends un petit déj, parce que je me fais toujours avoir sur cette question, t'es plutôt salé ou sucré? Alors, je prends pas de petit-déj, mais je dirais sucré, sans aucun doute. Ton film ou ta série préférée? Compliqué. J'ai du mal avec les préférés, pour le coup, mais Ah, celui qui euh, t'a peut-être le plus marqué? franchement, moi, je suis très science-fiction, mais Terminator, ce genre de film, ouais, Alien, Ok. T'es plutôt du matin ou du soir? du matin. Ok. Tu préfères lire ou écouter un podcast? Alors, j'aime les deux, mais j'avoue que c'est compliqué de lire maintenant avec toute l'attention qu'on a, toutes les stimulations, donc je suis plus podcast. Ça marche. Quand tu veux te détendre, tu préfères sport ou canapé? Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Musique. T'es plutôt organisé ou freestyle? Entre les deux, mais j'essaie d'être de plus en plus organisé. Souvent, j'ai la réponse freestyle organisé. Bah, tu vois, je rejoins. Donc, t'es pas le seul. Ok. Et puis, du coup, la dernière, c'est la question à 1 million. Tu préfères, du coup, 1 million cash maintenant ou 10 000 euros par mois à vie? Bah, 1 million de cash maintenant, hein. Ok. Je veux pas de justificatif, mais ça marche. Ça roule. Écoute, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que, je sais pas, tu as un dernier message que tu aimerais partager ou un truc dont on n'a pas du tout abordé mais qui te tient à cœur? Voilà, t'as le champ libre là-dessus. Non, bah, en tout cas, très content d'avoir fait ce podcast. Je pense que dans ce qu'on n'a pas abordé, c'est vraiment l'entrepreneuriat. On a tendance à être tout seul, tu vois, notamment, bah oui, quand les freelances, enfin, toutes les personnes qui sont à leur compte. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, essayer d'échanger le plus possible, de créer des liens, de s'entourer, de développer son réseau. Et et non seulement ça permet d'avoir des opportunités, mais en plus ça fait vraiment un bien fou. Donc voilà, moi je dirais échangeons, connectons, soyons transparents, francs le plus possible, même si c'est impossible de toujours l'être. Et puis profitez au maximum. Il n'y a pas de business model parfait, il n'y a pas une manière parfaite d'avoir sa journée. C'est ça qui est magnifique dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut adapter sa journée, son business comme on veut au service de sa vie, de ses besoins. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la vie
ça permet de s'accomplir, ça permet de développer sa créativité. Il y a toujours un peu, en fait, un challenge à aller résoudre. Tu vois, pour moi, on est les nouveaux explorateurs, enfin, on est les explorateurs du 21e siècle. Il y a toujours un truc à explorer de nouveau, de plus challengeant, de plus motivant. Donc, moi, je suis trop fan de ça. Et voilà. Trop bien. Mais écoute, en tout cas, ça s'entend. Et donc, j'espère que ça parlera effectivement à d'autres. Et écoute, je te remercie, Maxime, pour, bah, ces 1 heure passée. Ça Je passe te remercie vite. aussi. Et bah, écoute, je te souhaite tout le bonheur et toute la réussite possible. Pareil, je te remercie vraiment pour ton invitation. Je te dis à très vite, peut-être dans un autre épisode. Ça roule. Allez, à bientôt. Bye À bye. bientôt. Bye bye.